Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la trigonalisation de matrices qui intervient quand une matrice n'est pas diagonalisable. Ici on nous donne grand A qui est une matrice 3,3 et on nous demande de diagonaliser ou de trigonaliser grand A si possible. Alors on avait vu la diagonalisation dans d'autres vidéos, il s'agit de trouver une matrice diagonale semblable à la matrice grand A. Ici on va trigonaliser grand A, c'est-à-dire qu'on va montrer que grand A est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Et cette trigonalisation n'intervient que si la matrice n'est pas diagonalisable, parce que si elle est diagonalisable, ça n'a aucun intérêt de la trigonaliser, ou en tout cas la diagonalisation est un cas particulier de la trigonalisation, parce qu'une matrice diagonale est une matrice triangulaire supérieure. C'est un cas particulier d'une matrice triangulaire supérieure. Alors il y a marqué si possible dans l'énoncé, on verra pourquoi le si possible, parce qu'une matrice n'est pas forcément diagonalisable, et n'est pas forcément trigonalisable non plus. Alors, que ce soit pour la diagonalisation ou la trigonalisation, la méthode pour partir est exactement la même. C'est-à-dire que si on demande de diagonaliser ou de trigonaliser, au début, le calcul est le même, donc on n'a pas besoin de savoir si elle est diagonalisable ou pas. C'est toujours le même principe, il faut calculer le polynôme caractéristique qui est noté P de x. Alors P de x, c'est par définition le déterminant de grand A moins x identité. C'est-à-dire le déterminant de la matrice grand A avec des moins x en plus sur la diagonale. C'est-à-dire ça va être ça. Sur la diagonale, je rajoute moins x, mais le reste, je ne le touche pas. Et donc ici, ça me donne 0, moins x. Alors, je vais mettre directement le résultat, parce que ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est une matrice 3,3, donc on peut faire la règle de Sarus, par exemple. On l'avait vu dans plein d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus, parce qu'en plus, ici, c'est un petit peu long, il faut tout développer, etc. Il n'y a pas d'astuce particulière. Et donc, je vous invite à faire le calcul, et normalement, on trouve moins x moins 3 fois x moins 2 au carré. Donc ça, c'est pour le polynôme caractéristique de grand X. Donc on peut noter P de x ou PA de x aussi. Alors, ici, plusieurs remarques. On voit déjà que notre polynôme P n'a que des racines réelles, puisque c'est un produit de termes de degré 1. Là, c'est x-3, là, c'est x-2. Il est au carré, mais le fait qu'il soit au carré n'a aucune incidence. Les racines sont toujours réelles. Il y a deux racines qui sont 3 et 2. C'est les valeurs qui annulent le polynôme caractéristique. Donc, comme il n'y a que des racines réelles à ce polynôme, déjà, je sais que au moins grand A est trigonalisable. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. C'est que trigonalisable, si grand A ne possède que des racines réelles, à ce moment-là, on sait qu'elle est au moins trigonalisable. Alors peut-être qu'elle est diagonalisable, mais au moins elle sera trigonalisable. Donc le si possible, ici, c'était lié à ça. Par contre, si on avait trouvé par exemple un polynôme caractéristique qui était du style x carré plus 1 fois x moins 7, donc là on a bien une racine réelle qui est 7, parce que 7 moins 7 ça vaut 0. Par contre, les racines de x carré plus 1, on sait que c'est i et moins i, parce que i carré ça vaut moins 1, et moins i au carré aussi. Donc les racines, ici il y en a 3, il y a i, moins i et 7. Donc on voit qu'il y a des racines complexes. Et comme il y a des racines complexes, à ce moment-là, grand A ne serait pas trigonalisable dans R. Par contre, grand A serait trigonalisable dans C, puisque i et moins i sont des éléments de C. Donc dans grand C, dans C de x, la matrice grand A serait trigonalisable. De toute façon, on avait vu justement qu'un polynôme de toute façon admet des racines complexes, et donc de toutes les manières, dans C, une matrice est toujours trigonalisable. Mais comme ici on travaillait dans R, c'est pour ça qu'il y a le si possible qui apparaît. Donc ça, c'est pour la trigonalisation. Maintenant, il faut savoir, est-ce que grand A est diagonalisable ou pas? Pour ça, il faut regarder la multiplicité de chacune de ces racines. 3, on voit qu'il est racine de multiplicité 1. Donc 3, je vais l'écrire, est racine de PA, donc du polynôme caractéristique, de multiplicité 1. Multiplicité 1. Pourquoi de multiplicité 1? Parce que c'est x-3, ici, sous-entendu puissance 1. S'il n'y a rien, c'est sous-entendu puissance 1. Comme c'est de multiplicité 1, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. On sait que son sous-espace propre, qui est noté E3, sera de dimension 1. Donc la dimension de E3, le sous-espace propre associé à la valeur propre 3,
est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'il est au plus égal à la multiplicité de la racine, donc il est au plus égal à 1. Mais en même temps, on sait que c'est un espace vectoriel qui est au moins de dimension 1. Mais s'il est au moins et au plus de dimension 1, forcément, il est de dimension 1. Donc, la dimension CE3. Par contre, pour 2, on voit que 2 est racine double. C'est-à-dire racine de multiplicité 2. Pourquoi? Parce qu'il y a le 2 qui est ici. Si j'avais x-3 puissance 4, ce serait une racine de multiplicité 4. Ici, comme c'est x-3 puissance 2, c'est une racine de multiplicité 2. À ce moment-là, la dimension du sous-espace vectoriel, du sous-espace propre, plutôt, associé à la racine double, on sait qu'il est de dimension au moins 1, mais on sait qu'il est aussi de dimension inférieure ou égale à 2. Donc cette dimension, elle est au moins de 1, parce que c'est un sous-espace vectoriel non vide, mais elle est au maximum de 2. Donc là, le souci, c'est qu'entre 1 et 2, ça peut valoir soit 1, soit 2. Et pour que la matrice soit diagonalisable, il faut que la dimension de sous-espace propre soit égale à la multiplicité de la racine, c'est-à-dire à 2. Donc à ce moment-là, il y a deux possibilités. Si la dimension de E2 est égale à 2, à ce moment-là, c'est diagonalisable. Par contre, si c'est égal à 1, ce n'est pas diagonalisable. Donc ça, c'est non. Par contre, ce sera trigonalisable, puisqu'on a vu que grand A était trigonalisable. Donc c'est ça ici la différence entre la diagonalisation et la trigonalisation. Il faut que le sous-espace propre de chacune des racines soit de dimension égale à la multiplicité de la racine. Donc là, on voit que pour 3, il n'y a aucun problème. Donc ça pose aucun souci. Par contre, c'est de dimension 1, donc il va falloir trouver quand même un vecteur propre, donc pour faire une base de E3. Par contre, pour E2, il faut trouver aussi le sous-espace propre, là, et il va falloir savoir si c'est de dimension 2 ou pas. Donc pour 3, pardon, on le fera après, parce que ici, ce sera pour la suite de l'exercice, mais d'abord, il faut savoir est-ce que c'est diagonalisable ou trigonalisable. Donc moi, ici, je cherche E2, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à 2. À ce moment-là, je sais qu'il faut résoudre AX est égal à 2x. Pourquoi? Parce que la forme d'une valeur propre avec un vecteur propre, si lambda est valeur propre, je sais que AX égale lambda x avec x qui est le vecteur propre. Comme ici la valeur propre c'est 2, je résous AX égale 2x, avec x qui est le vecteur x, y, z, puisque ici je suis en dimension 3. Donc si j'écris sous forme de système, ça me donne, comme la première ligne c'est 1, 4, moins 2, ça me donne x plus 4y moins 2z, qui est égal à 2 fois x, donc 2 fois x, c'est égal à 2x. Pour la deuxième ligne, ça me donne 0x plus 6y moins 3z, qui est égal à 2 fois ça, c'est-à-dire 2y, parce que je suis sur la deuxième ligne. Et pour la troisième ligne, j'ai moins x plus 4y, qui est égal à 2 fois la dernière ligne, c'est-à-dire à 2z. Donc voilà le système que je dois résoudre pour trouver la dimension du sous-espace propre. Alors là, on va d'abord tout passer à gauche, comme ça ce sera fait. Si je passe tout à gauche, donc x moins 2x, ça fait moins x plus 4y moins 2z qui est égal à 0. Je passe le 2y à droite, ça me fait 4y moins 2z qui est égal à 0. Moins 3z, pardon, tant pour moi, qui est égal à 0. 6y moins 2y, ça fait 4y. Et là, j'ai moins x plus 4y, 2z, je passe à gauche, ça fait moins 2z, qui est égal à 0. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la troisième ligne et la première ligne sont les mêmes, sont exactement les mêmes. Donc comme c'est les mêmes, je peux en supprimer une des deux. Par exemple, je supprime celle-là. Une fois que j'ai supprimé celle-là, il ne me reste plus que deux équations. Pour résoudre ces deux équations, enfin pour résoudre ce système avec deux équations, alors j'ai plusieurs possibilités. Ce que je peux faire par exemple, c'est additionner, enfin soustraire plutôt les deux lignes, parce qu'en soustrayant les deux lignes, j'aurai une relation, enfin j'ai le y ici qui va se simplifier. Donc ce sera mieux parce que là j'ai les trois variables, alors qu'en soustrayant les deux, j'aurai plus que deux variables. Donc si je remplace L1 par L1 moins L2, donc moins parce que ici j'ai 4y, 4y, donc moins x moins 0, ça me donne moins x, 4y moins 4y, ça donne 0, c'est le but, et moins 2z moins 3z, dans le sens que c'est moins L2, donc moins 3z c'est plus 3z, et 3z moins 2z ça fait plus z. Donc ça fait moins x plus z est égal à 0, et 4y moins 3z
est égal à 0. Donc ce système, je vais l'écrire sous forme un peu différente pour pouvoir trouver mon sous-espace propre. Donc là, je vois que j'ai x qui est égal à z, si je l'écris sous cette forme-là. Et là, si j'isole le y, j'ai y qui est égal à moins 3z, ça devient 3z divisé par 4, donc 3z divisé par 4. Donc voilà le système que je trouve. Alors ce système, maintenant, il va me servir pour écrire mon vecteur grand X. Parce que grand X, qui était le vecteur de mon sous-espace propre, il ne faut pas oublier qu'il s'écrit x, y, z. D'accord? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais x, y, z, ben x, on avait vu que ça valait z. Le y, il vaut 3z sur 4. Et le z, il vaut z. Lui, je n'y touche pas. Mais si je factorise par z, ça me fait z, facteur de 1, 3 quarts et 1. Et je vois donc que x s'écrit comme une combinaison linéaire d'un seul vecteur, c'est-à-dire que E2 est égal à vect de ce vecteur-là, qui est 1, 3 quarts, 1. Mais si c'est égal à vect de 1, 3 quarts, 1, ça veut dire que la dimension de E2 est égale à 1, puisque là, je n'ai qu'un seul vecteur. Donc là, c'est pas diagonalisable, puisqu'on a vu tout à l'heure que 2 est une racine de multiplicité 2, mais sa dimension de sous-espace propre n'est que de 1. Donc j'en déduis finalement que grand A n'est pas diagonalisable, donc je vais mettre diag, comme ça je vais le barrer pour abréger un petit peu, donc n'est pas diagonalisable, mais trigonalisable. Donc ça, c'est ce que je trouve pour mon premier, pour déjà la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de trouver une base constituée de vecteurs propres associés à chacune des valeurs propres, mais de compléter cette base par un autre vecteur. Pourquoi? Parce que ici, je vais faire une base de 3 et une base de E2. E2, on a vu qu'il est de dimension 1, donc je vais prendre un vecteur que je vais appeler U1 par exemple de E2, qui va constituer du coup une base de E2, parce que comme ici en dimension 1, une base n'est constituée que d'un seul vecteur. Je peux prendre le vecteur ici 1, 3 quarts, 1, sauf que là il y a une fraction, donc plutôt que de prendre ce vecteur, je vais prendre 4 fois ce vecteur, puisque de toute façon vect, c'est tout ce qui est proportionnel à ce vecteur, et donc 4 fois ce vecteur-là, c'est bien un vecteur qui appartiendra à E2. Et si je fais 4 fois ça, donc là 4 fois 1 ça me donne 4, 4 fois 3 quarts ça me donne 3, et 4 fois 1 ça donne 4. Donc ce vecteur U1, c'est un vecteur qui est associé à la valeur propre 2. Maintenant, je vais faire pareil pour E3, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à la valeur propre 3. Alors là, il faut que je refasse tous les calculs, puisque je n'ai pas résolu mon système de tout à l'heure. Donc là, je vais faire exactement le même système, mais ce ne sera pas égal à 2x à droite, mais ce sera égal à 3x, puisque ici, le lambda vaut 3. Donc là, je vais aller très vite, parce que c'est le même principe. Donc là, si je reprends mon système, avec ma matrice, ça fait x plus 4y moins 2z est égal à 3x. 6y moins 3z est égal à 3y. Moins 3z est égal à 3y. Et enfin, moins x plus 4y est égal à 3z. Là, ce que je vois, c'est que, je vais le faire directement, le 6y moins 3, je vais regrouper les y, donc 6y moins 3y, ici ça me donnait 0, ici ça me donnait 3y, et 3y moins 3z égale 0, ça me donne y égale z. Donc là, j'ai y qui est égal à z. Si je regroupe ici x plus 3x, ça va me faire 4x. Comme le y égale z, ici j'ai 4y, ou 4z moins 2z, 4z moins 2z, ça me fait plus 2z, qui est égal à 0. Et la dernière ligne, ça me donne moins x, on remplace les y par z, donc là ça me donne 4z. Avec le moins 3z, ça va donner plus z, donc ça me donne moins x plus z est égal à 0. Maintenant, je vais pouvoir, alors pardon, autant pour moi, je me suis trompé, parce que c'est x moins 3x, donc ici ça donne moins 2x, autant pour moi. Là, je vois que je peux diviser par 2 cette ligne, moins 2x plus 2z, donc si je divise par 2, ici j'ai moins x, ici j'ai plus z, et là je vois que moins x plus z égale 0, c'est comme moins x plus z égale 0, donc ça simplifie. Et moins x plus z égale 0, c'est comme dire que x égale z, donc finalement j'ai x est égal à z, et y qui est égal à z également. Donc mon vecteur x, y, z s'écrit finalement le x est égal à z, le y vaut z, et le z vaut z.
donc c'est-à-dire z fois le vecteur 1, 1, 1. Là je vais vite parce que c'est exactement le même principe que tout à l'heure, donc pas de détails ici. Et comme c'est z fois 1, 1, 1, c'est-à-dire que E3 est égal à vect de 1, 1, 1 et vect de 1, 1, 1, ben je prends comme vecteur U2 ce vecteur justement 1, 1, 1. Donc ça c'est le deuxième vecteur qui va constituer ma base de la matrice de passage. La nouvelle base dans laquelle ma matrice sera non pas la matrice A, mais une matrice triangulaire supérieure qui sera semblable à ma matrice A. Alors là, la particularité par rapport à la diagonalisation, c'est que le souci, c'est que je n'ai que deux vecteurs propres pour l'instant, alors que je suis dans un espace de dimension 3. Donc comme j'en suis dans un espace de dimension 3, il me faut 3 vecteurs pour constituer une base. Le souci, c'est que si j'ai que deux vecteurs, puisque E2 est de dimension 1 et E3 est de dimension 1, j'ai pas d'autres valeurs propres. Donc il faut trouver un troisième vecteur U3 qui va compléter ma base U1, U2. Alors pour U3, on peut prendre un petit peu tout et n'importe quoi, sauf, attention, bien sûr, la seule condition, c'est que U1, U2 et U3 soient une famille libre, parce que U1, U2, U3 doivent former une base. Donc, alors là, il n'y a pas de règle. On prend ce que l'on veut. Donc on peut prendre, par exemple, un vecteur de la base canonique, 1, 0, 0, ou 0, 1, 0, ou 0, 1, 1, comme on veut. Ici, on va prendre, par exemple, 0, 0, 1. Alors bien sûr, il faut vérifier que U1, U2, U3 est bien libre, mais on prend ce que l'on veut. On verra dans d'autres vidéos le même type d'exercice, mais on demande explicitement de montrer que grand A est semblable à une matrice particulière dont on donne l'expression. À ce moment-là, pour les vecteurs U3 que l'on doit choisir un petit peu au hasard, en fait là on n'a pas trop le choix, puisque la matrice semblable, donc la matrice triangulaire supérieure, a une forme particulière, donc on verra comment trouver ces vecteurs U3, U4, etc. qui vont compléter notre base de vecteurs propres. Alors d'abord, on va vérifier que les trois vecteurs U1, U2 et U3 sont libres. Pour vérifier qu'ils sont libres, on peut par exemple faire le déterminant de la matrice constituée des trois vecteurs propres, enfin des trois vecteurs que je mets en colonne. Alors pour faire le déterminant de cette matrice, là comme c'est une matrice 3, 3, je vais faire Sarus. 4 fois 1 fois 0, ça fait 4. 3 fois 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0 fois 4, ça fait 0. Moins 4 fois 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0 fois 4, ça fait 0. Et 3 fois 1 fois 1, ça fait 3. Donc ça me donne finalement 4 moins 3. 4 moins 3 est égal à 1. Donc j'en déduis que, comme le déterminant est non nul, la famille U1, U2, U3 est bien libre. Ça pareil, je ne détaille pas trop, c'est juste pour montrer que le calcul se fait très rapidement. On avait vu dans d'autres vidéos, j'ai bien vérifié que U1, U2, U3 sont libres. Alors maintenant, il faut aussi voir que vaut l'image de U3 dans la nouvelle base de vecteurs propres. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que ma matrice B, qui va être semblable à ma matrice A, elle va être exprimée dans la nouvelle base ici. C'est-à-dire que là, j'aurai les nouveaux vecteurs U1, U2, U3, et ici, j'aurai les vecteurs AU1, AU2 et AU3. On sait à ce moment-là que AU1 est égal à 2U1, puisque U1 est un élément, est un vecteur propre associé à E2, donc je sais que A fois U1 est égal à lambda U1, pardon, avec U1 qui est la valeur propre associée à U1, c'est-à-dire 2, puisque U1 est un vecteur propre. Donc comme AU1 est égal à 2U1, je sais que ici, j'aurai un 2 et 0, 0. De la même manière, U2 est associé à la valeur propre 3, donc j'aurai AU2 qui est égal à 3U2, et donc j'aurai un 3 ici sur la diagonale. Mais AU3, je ne sais pas ce que ça vaut en fonction des nouveaux vecteurs U1, U2 et U3. Donc il va falloir que je calcule AU3 et que je l'exprime en fonction de U1, U2 et U3. Alors pour calculer AU3, ici ça va être très simple, je vais mettre ma matrice A, donc 1, 0, moins 1, 4, 6, 4 et moins 2, moins 3, 0, et mettre le vecteur U3 ici, c'est-à-dire 0, 0, 1. Donc je vois que ça va me donner évidemment un vecteur colonne. Donc 1 fois 0 plus 4 fois 0 plus moins 2 fois 1, ça donne moins 2. 0, 0, 3 fois 1, ça donne 3. Et 0, 0, 1 fois 0, 0, ça va me donner moins 2, 3, 0. Ce qui est logique puisque comme U3 c'est le vecteur de la base canonique, et bien du coup forcément j'ai la troisième colonne. Donc ici c'était un moins 3. Donc j'ai un moins 3. Donc AU3,
finalement, est égal à moins 2, 3, 0. Mais attention, ça, c'est dans la base canonique. Moi, ce que je veux savoir, c'est dans la base U1, U2, U3, qu'est-ce que ça vaut? C'est-à-dire, je veux savoir le A, le B et le C, tel que ce soit égal à AU1 plus BU2 plus CU3. Donc là, il va falloir que je résolve un petit système pour trouver que vaut le petit a, le petit b et le petit c. Donc là, je vais résoudre le système ici. Donc je vais exprimer ça et après égal moins 2, moins 3, 0. Alors si je fais AU1, ça va me donner ici 4A, 3A, 4A. BU2, donc ça va faire plus B, plus B, plus B. Et CU3, donc ça va être plus 0, plus C, puisque U3 c'était 0, 0, 1. Donc fois C, ça donne 0, 0, C. Et donc j'ai tout ça qui est égal à moins 2, moins 3, 0. Comme ici. Donc là, les plus 0, je les enlève pour simplifier. Là, de manière très simple, je vois que mon système se résout très facilement, puisque si je soustrais les deux premières lignes, j'ai les b qui s'annulent, et 4a moins 3a, ça me donne petit a. Donc si je soustrais les deux, j'ai 4a moins 3a, ça donne petit a, b moins b, ça donne 0, moins 2 moins 3, ça donne moins 2 plus 3, ça donne 1. Donc finalement, j'ai petit a qui vaut 1. Si petit a est égal à 1, je vais pouvoir calculer les autres variables. Le petit a vaut 1, donc ici j'ai 3, et donc si ici j'ai 3, je passe à côté, ça fait moins 3, moins 3, moins 3, ça fait moins 6, donc j'ai b qui vaut moins 6. Et enfin, j'ai a qui vaut 1, donc là 4 fois 1, ça fait 4. Le b vaut moins 6, donc ici je remplace par moins 6. 4 moins 6, ça fait moins 2, je passe de l'autre côté, ça fait 2, donc ça fait c, qui est égal à 2. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est que AU3 est égal à U1 moins 6U2 plus 2U3, parce qu'on a vu que c'était AU1 plus BU2 plus CU3. Je peux donc mettre ma conclusion, qui est que grand A est égal à P, B, P-1, avec B qui est la matrice, comme on l'a vu, constituée sur la diagonale au début de 2 et de 3, donc ça c'est parce que j'ai deux vecteurs propres U1 U2, et j'ai AU3 qui vaut U1 moins 6U2 plus 2U3, donc j'ai 1, moins 6 et 2. Moins 6 et 2, puisque je rappelle que ici j'ai U1, U2 et U3, donc ça fait une fois U1 moins 6U2 plus 2U3. Maintenant, que vaut la matrice P? La matrice P, on sait que c'est la matrice de passage de l'ancienne base à la nouvelle base, et donc qui est constituée des vecteurs U1, U2 et U3, mais en colonne. Donc P est égal à ça, et le U3 qui valait ça. Et P-1, on pourrait le calculer, c'est l'inverse de la matrice P, donc on ne va pas le faire, on peut le faire de différentes manières, mais là, on voit que grand A est bien semblable à P, puisque c'est PB, P-1, donc c'est semblable à P, avec P qui est bien une matrice triangulaire supérieure, puisque les termes en dessous de la diagonale sont nuls, et puis P la matrice de passage, mais ce qui est important c'est de trouver le B. Donc on voit que c'est pas une matrice diagonale, ce qu'on a dit c'est pas diagonalisable, par contre comme c'est trigonalisable, c'est bien semblable à une matrice triangulaire supérieure. Bien sûr, cette matrice n'est pas unique, hein. J'aurais très bien pu inverser le U1 et le U2, et aussi prendre comme U3 un autre vecteur. Là j'ai pris un vecteur un peu au hasard, qui ici, la seule condition à vérifier, c'est que U1, U2 et U3 sont libres, et à partir du moment où ils sont libres, je peux prendre n'importe quoi comme U3. On verra dans une autre vidéo qu'on veut par exemple ici avoir 1 et 1, et donc si on veut par exemple avoir 1 et 1, on voit que AU3 ça doit valoir U2 plus U3. Donc là par contre j'ai pas le choix pour U3, et comme j'ai pas le choix pour U3, ben là on va faire des calculs supplémentaires pour trouver quel vecteur U3 convient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.